Désormais, les pays du Sud font aussi bien, voire mieux que nous, y compris sur notre terrain privilégié qui était l'industrie, l'innovation. Et donc du coup, ils estiment avoir moins à apprendre de ce modèle dominateur qui par ailleurs connaît une forme de déliquescence démographique et industrielle. Cette idée selon laquelle les autres seraient repliés sur leur tradition, pendant que nous aurions réussi à dépasser ce stade un peu primaire, de société embarquée dans des mœurs traditionnelles pour nous élever au-dessus des cimes de l'universel. Je crois qu'il faut vraiment en revenir. Et je crois que le seul moyen de rattacher les Français et les élites dirigeantes à une forme de fierté nationale qui les fuit sans doute du fait de nos échecs passés, et peut-être aussi, là encore une fois, de recomplexifier notre rapport à notre propre histoire. Bonjour Max Aaron Gastino. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Penser c'est chouette. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Vous êtes essayiste et nous vous recevons aujourd'hui pour parler de votre second essai, L'ère de l'affirmation. Avant que je tente de présenter les idées que vous y développez, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ? Alors, c'est une bonne question. Je dirais qu'il y a deux choses. La première chose, c'est il faut remonter à une dizaine d'années. J'ai étudié les relations internationales au Canada et je me suis spécialisé sur la politique étrangère de la Chine, ce qui m'a permis ensuite de travailler en Chine et puis aussi quelques temps aux Nations Unies. Et au fond, dès cette époque, j'en avais tiré plusieurs conclusions, peut-être un peu abruptes, mais que j'ai affinées ensuite avec le temps, au fil des lectures et puis de l'actualité qui me donnait du grain à moudre. Le fait que les valeurs que les Occidentaux présentent comme universelles ne le sont pas. Il y a aussi d'autres valeurs, d'autres façons de penser le rapport aux politiques, le rapport à l'économie, sur la meilleure façon d'organiser la cité. Et quand je parle de la Chine, je pourrais aussi dupliquer les exemples comme je fais dans mon livre. Et puis aussi, deuxième conclusion, je n'observais pas, notamment en Chine, dans un pays que nous caricaturons trop souvent parce que nous ne le connaissons pas bien. Or, les Chinois, depuis une trentaine d'années, se sont ouverts au reste du monde. Ils voyagent, ils écoutent nos séries, nos musiques. Ils étudient en Europe, en Occident, aux États-Unis. Donc, ils se font une idée de notre système. Et pour autant, il n'y a pas d'aspiration universelle à la démocratie. Et je crois que ces deux constats ne sont pas partagés en Occident, ça c'est clair. Et je crois important d'en prendre acte si l'on veut comprendre dans quel monde nous vivons aujourd'hui, dans un monde où en effet l'Occident est contesté, tant par rapport à son régime politique que par rapport à ses valeurs. Et puis, pour terminer de vous répondre, il se trouve que j'avais publié un premier livre il y a 4 ans aux éditions du CERF également sur la montée de l'illibéralisme en Hongrie et en Pologne. Et j'avais constaté à l'époque que ce qu'on appelle la désoccidentalisation, un terme sans doute sur lequel il faudra revenir, opérait en plein cœur de l'Occident, puisque cet illibéralisme théorisé notamment par Viktor Orban en Hongrie s'inspire explicitement de références asiatiques, les Asiatiques, le modèle asiatique mettant davantage l'accent sur le collectif que sur l'individu. Et je crois que c'est une manière assez simple, mais de présenter la critique du libéralisme en dehors de l'Occident, comme avec l'exemple hongrois et polonais, à l'intérieur de celui-ci. Vous nous proposez dans cet essai 2 grandes idées qui se suivent logiquement. J'espère ne pas trahir votre pensée en les résumant ainsi. Les pays non occidentaux se servent de leur essor économique pour affirmer leur spécificité culturelle et définir ainsi leurs propres moyens d'assurer leur sécurité et leur prospérité. Et leur choix de moyens ne se porte pas automatiquement, contrairement à ce que pensaient les élites occidentales, sur la démocratie et le libéralisme culturel. Oui, alors en effet, du fait de leur essor politique, qui est la conséquence de la décolonisation, puis de leur essor économique, les pays dits du Sud, d'Amérique latine, d'Asie, certains pays d'Afrique, ont bénéficié de la mondialisation. Ils ont imité, en partie en tout cas, le modèle occidental. Il n'y a plus de débat entre communisme et capitalisme. Et donc ils ont connu une ascension politique et économique qui rejaillit sur le terrain culturel. Pourquoi ? Parce qu'en effet, lorsque vous êtes
embarqué dans une dynamique ascendante, il en va des individus comme des nations, vous prenez confiance en vous-même. Et lorsque vous prenez confiance en vous-même, vous affirmez votre personnalité, vous affirmez ce qui vous caractérise, vous affirmez votre opinion. Et ben, c'est ce qui se passe un petit peu aujourd'hui à l'échelle du monde. Vous avez des pays qui, donc encore une fois, sont concernés par une véritable dynamique économique. Les classements du FMI qui comparent le PIB des nations en PPA pour neutraliser les différences monétaires. Parité de pouvoir d'achat. Parité de pouvoir d'achat, mais en effet, il faut le préciser, indique, concrétise, illustre cette ascension des pays du Sud, puisque si vous regardez le top 10, la Chine est devant les États-Unis, l'un des troisièmes, et des pays comme l'Indonésie, la Russie et la Chine, et l'Indonésie, le Brésil et la Russie, devancent la France et la Grande-Bretagne. Donc ce basculement nord-sud, y compris sur le terrain économique, nous ne l'avons pas vu. Or, il a eu lieu, et comme il a eu lieu, face à un Occident qui, lui, parallèlement, connaissait un certain nombre de déconvenues, illustrées notamment à travers la crise économique et financière de 2008. Je lisais, pas plus tard que hier, l'essai de l'éditorialiste phare de CNN, Fareed Zakaria, qui en 2008 a écrit un livre, Le monde post-américain. Et il raconte comment, avant la crise de 2008, les économistes asiatiques s'inspiraient presque religieusement des théories, des théoriciens américains. Et puis tout d'un coup, 2008 est arrivé, la crise qui est partie de la chute de Lehman Brothers, et là tout d'un coup, remise en cause du modèle occidental, remise en cause du modèle libéral, qui s'ajoute à une série d'autres déconvenues géopolitiques en Irak, en Afghanistan. Donc tout un ensemble d'éléments font que, alors que l'Occident décroche, pendant que les pays du Sud montaient, les pays occidentaux décrochaient, perdaient de leur attrait, ce qui donne en effet le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, un monde où les pays du Sud assument leurs différences et contestent à l'Occident son monopole, notamment sur le terrain géopolitique, puisque nous avons vu à l'aune de la guerre d'Ukraine. C'est la deuxième idée que j'essayais de présenter. Vous affirmez que la fin de l'imitation de l'Occident par les pays occidentaux doit être l'occasion pour celui-ci d'une remise en question. Si nos modèles semblent en panne par rapport aux pays non occidentaux, peut-être faudrait-il à notre tour nous inspirer de ce qui fonde leur succès, à savoir, selon vous, leur aptitude à s'appuyer sur leur histoire pour se projeter dans un avenir. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, en effet, jusque sur le terrain géopolitique, nous l'avons vu très récemment à l'occasion de la guerre en Ukraine, puisqu'aux Nations Unies, vous avez eu plusieurs résolutions, plusieurs votes. Les votes concernant la condamnation de l'invasion russe de l'Ukraine ont été approuvés. Le principe de souveraineté des nations est en effet largement partagé dans les pays du Sud. En revanche, les sanctions économiques contre la Russie n'ont pas été suivies d'effet parce que ces pays disent cela va à l'encontre de nos intérêts nationaux. Et en effet, ils se font une certaine idée de leur nation. Là aussi, il faut revenir sur une dimension assez psychologique. Je disais qu'un individu comme une nation qui s'affirme, prend confiance en lui-même, et bien lorsque vous prenez confiance en vous-même, vous avez aussi tendance à rechercher dans votre propre histoire les raisons qui sont à l'origine de cet essor. Donc vous avez tendance, comme le dit Henri Lorenz, professeur au Collège de France, à patrimonialiser les sources de votre ascension, d'autant plus que beaucoup de pays comme la Chine ont connu une grandeur passée, contestée ensuite par la montée en puissance de l'Occident, et donc pour eux, il ne s'agit pas simplement d'accéder à la puissance, il s'agit de reconstruire une grandeur perdue, et en effet, les élites de ces pays, comme d'ailleurs leur propre peuple, sont imprégnés d'une histoire nationale qui entretient le sentiment national dès l'école, comme nous avons pu le connaître en France sous les grandes heures de la 3e, 4e République. Comment se matérialise cette ère de l'affirmation? Qu'est-ce qui l'a précédé et à quel moment vous datez le changement d'époque? Pourquoi? Et comment ça se matérialise ensuite? Pourquoi on peut parler d'une ère globale? Alors, j'y revenais justement, c'est-à-dire que pendant 400 ans, au fond, pourquoi nous vivons un moment de bascule? Parce que nous vivons la fin du monopole
de la puissance occidentale. Pendant 400 ans, à partir environ du XVIe siècle jusqu'à nos jours quasiment, l'Occident, c'est-à-dire d'abord l'Europe, a dominé le reste du monde. L'Europe incarnait ce modèle puissant, novateur, dominateur sur le plan technologique, économique, militaire, et donc les pays dits du Sud voulaient l'imiter. On a plein d'exemples en tête. L'Empire Meiji qui, au milieu du XIXe siècle, va commencer à imiter le modèle français et prussien. La Turquie de Mustafa Kemal qui va imiter le modèle français. La Chine connaît une véritable révolution en 1911. Elle abat le modèle millénaire impérial et elle va s'inspirer des recettes occidentales à une époque où l'imitation de l'Occident peut à la fois emprunter la voie du communisme comme la voie du capitalisme. Donc la Chine va plutôt emprunter la voie du communisme comme moyen d'accéder à la modernisation qu'incarne l'Occident. Mais donc, que ce soit par la voie du nationalisme, du capitalisme ou du communisme, jusqu'au XXe siècle, jusqu'à la fin du XXe siècle, les pays du Sud voulaient imiter le grand modèle dominateur. Et puis, pour les raisons que nous avons évoquées auparavant, désormais, les pays du Sud font aussi bien, voire mieux que nous, y compris sur notre terrain privilégié qui était l'industrie, l'innovation. Et donc, du coup, ils estiment avoir moins à apprendre de ce modèle dominateur qui, par ailleurs, connaît une forme de déliquescence démographique et industrielle. Et en effet, la réussite de la Chine, elle a consisté à emprunter des recettes du modèle occidental, d'abord le communisme, puis ensuite le capitalisme avec Deng Xiaoping à partir de la fin des années 70 qui met fin au concept de lutte des classes pour faire entrer la Chine dans un modèle capitaliste. Mais c'était une imitation que partielle. Il y a eu aussi une volonté des élites chinoises de redécouvrir leur propre histoire et d'asseoir un modèle spécifique dont une partie serait empruntée à l'Occident et une autre consisterait à se réenraciner dans un terreau confucéen qui permettait à la société chinoise, à côté de son entrée dans un modèle individualiste capitaliste, de garder une forme de cohésion intérieure, un sens du collectif que lui offre en quelque sorte les enseignements de Confucius qui mettent beaucoup l'accent, pour aller très vite, sur le collectif, le respect de l'individu pour le collectif, sa subordination au bien commun. Et peut-être pour terminer sur cette question et en même temps finir de répondre à la précédente, au fond, les pays du Sud se sont interrogés sur les raisons de leur échec, ils nous ont imités, tout en essayant de maintenir leur identité. Parce que la modernisation, c'est une sorte de tourbillon permanent et il faut aussi maintenir une forme de stabilité sociale, concilier développement et stabilité sociale. Et je crois que les Occidentaux, et notamment les Européens, qui n'existent toujours pas sur la carte du monde, nous sommes enfermés dans une sorte de bloc occidental. Pour exister, il faut d'abord se mettre d'accord sur ce que nous sommes, sur ce que nous avons de spécifique. Si nous voulons embarquer nos populations dans un grand projet d'affirmation, nous devons à notre tour nous interroger sur notre identité, sur ce que nous sommes, et entrer de plein pied dans cette terre de l'affirmation qui donc met fin à l'ère de l'imitation du modèle occidental, pour donc entrer dans un moment où les pays non occidentaux s'affirment à leur tour à partir de leurs propres références historiques, culturelles, nationales. Je me permets une petite parenthèse parce que je m'étais fait la réflexion en marchant comme souvent, en essayant de penser à ce qu'il faudrait faire pour améliorer mon cas personnel et en même temps ce qu'il faudrait faire pour améliorer le cas de la France. J'ai remarqué que c'était le même vocabulaire. Et du coup, j'ai été très agréablement surpris de voir que vous faites la même chose tout le long de votre ouvrage. L'idée de savoir ce que nous sommes est important pour pouvoir ensuite se projeter. J'ai trouvé ça très intéressant. Et vous parlez pas beaucoup de l'Afrique, alors que vous parlez beaucoup du monde entier. Et je me suis dit, ça fait écho aussi à un truc, alors je ne suis pas un spécialiste de tous ces sujets, mais il me semble qu'un des pires crimes de la colonisation a été la suppression de la mémoire, d'une partie de la mémoire, en tout cas du continent africain. Est-ce que ça ferait écho à vos thèses, le fait que les difficultés de l'Afrique peuvent s'expliquer en partie par une disparition de leur mémoire? Oui, c'est-à-dire que, en effet, vous avez une crise identitaire en Afrique qui débouche sur une volonté d'expulser définitivement le pays qui incarne en quelque sorte
cette remise en cause de leur identité, puisque la France, avec sa prétention universaliste qui s'est au XIXe siècle incarnée à travers le projet colonial, voulait en effet, sincèrement, hein, nous sommes aussi surdéterminés par des croyances, il ne faut pas les négliger, penser sincèrement à porter les lumières de la civilisation à des peuples sevrés d'obscurantisme. Et cette prétention-là, alors elle a été vaincue, mais nous continuons malgré tout de la véhiculer à travers un discours, alors qui ne s'incarne plus à travers un projet impérial politique et économique, la France a beaucoup de mal à défendre ses intérêts économiques en Afrique, mais à travers un substrat d'impérialisme moral et culturel qui passe par une rhétorique des valeurs et qui s'incarne très concrètement, il y avait un très bon papier du Monde diplomatique sur ce sujet récemment, à travers des programmes humanitaires venant des ONG, de l'aide au développement, qui conditionnent la réception de ces aides et de ces programmes dans les pays d'Afrique à un agenda de réforme sociétale qui est jugé, de notre point de vue, comme étant tout à fait légitime pour promouvoir les droits de l'individu, les droits de l'homme, mais qui heurte en Afrique un certain nombre de conceptions plus traditionnalistes de la famille. Et vous avez, je cite, en effet, je parle moins de l'Afrique que des autres pays, mais je cite notamment dans mon ouvrage cet échange entre le président du Kenya et la journaliste phare de CNN sur les questions internationales, qui lui dit « Qu'allez-vous faire pour les personnes LGBT au Kenya ?» Et il a cette réponse assez acerbe, il dit « Nous sommes un pays qui vénérons Dieu, et donc nous n'avons pas vocation à suivre l'agenda sociétal des Occidentaux. Chacun a ses valeurs, vous avez les vôtres, nous avons les nôtres. » Et je crois que cet échange caractérise assez bien la situation dans laquelle nous nous trouvons. Affirmation des pays non occidentaux, et d'un autre côté, des Occidentaux qui sont renvoyés dans leurs limites géographiques, à qui d'autres pays lui disent vous avez une identité, mais nous avons aussi la nôtre. Vous l'avez peut-être oubliée par le passé. Maintenant, ce passé est passé, et il faut entrer dans une époque où nous pourrons enfin traiter d'égal à égal, ce qui suppose que vous reconnaissiez nos différences, y compris sur le terrain culturel. Et je dirais le message que vous cherchez à faire passer à vos lecteurs et potentiellement aux élites qui pourraient vous lire, aux décideurs, c'est de prendre conscience, de réellement prendre conscience de la fin de notre rayonnement culturel. Et vous appelez l'Occident à réagir, à prendre conscience et à réagir en s'affirmant lui-même, en affirmant ce qu'il est lui-même. Et vous distinguez dans votre ouvrage 3 échelles régionales qui, prises ensemble, constituent l'Occident, mais qui, pour s'adapter à cette nouvelle ère, doivent chacune changer quelque chose de différent. Je vous propose qu'on fasse les 3, du plus grand au plus petit, comme des poupées russes. Il y a d'une part l'Occident lui-même. Alors, quelle frontière lui donnez-vous? Parce que dans votre livre, je n'ai pas réussi à savoir s'il y a le Japon ou l'Australie dans votre Occident. Et ensuite, que doit-il changer l'Occident dans sa conception de lui-même et donc dans son rapport aux autres régions du monde pour demeurer à la fois un interlocuteur ou un adversaire crédible? Alors, en effet, je n'ai pas précisé ce qu'on entend par Occident, sans doute parce que l'évidence fait que lorsqu'on prononce le mot Occident, on le résume en additionnant l'Europe et les États-Unis. Il faudra en effet embarquer l'Australie. Le cas du Japon est un peu spécifique parce que c'est un pays qui s'est tellement occidentalisé, mais en même temps, il suffit d'y aller pour se rendre compte qu'il a tellement aussi gardé son identité qu'il est une forme d'hybridation moins forte qu'en Chine, mais qui peut être comparée aussi à la Chine. Donc le cas du Japon est un petit peu spécifique. Je crois que l'Occident, on en parlait juste auparavant, du fait de sa domination éclatante pendant plusieurs siècles, a cru que son modèle de société, son modèle politique, était taillé pour l'universel et qu'il détenait la clé d'une modernisation qui serait profitable à l'ensemble de l'humanité. Cette idée selon laquelle les autres seraient repliés sur leur tradition, pendant que nous
nous aurions réussi à dépasser ce stade un peu primaire de société embarquée dans des mœurs traditionnelles pour nous élever au-dessus des cimes de l'universel. Je crois qu'il faut vraiment en revenir. C'est-à-dire que, en effet, nous mettons davantage l'accent que d'autres sociétés sur l'individu, sur l'émancipation individuelle, mais c'est le produit d'une histoire spécifique. Donc je dirais que la première leçon que doit retenir l'Occident, c'est que son modèle n'est pas universalisable. La démocratie suppose des conditions, elle suppose une cohésion intérieure, ça suppose une société qui est transcendée par un certain nombre de références nationales. Parce que qu'est-ce qui fait l'échec de l'Occident au Sahel, en Afghanistan? C'est le fait que nous n'avons pas compris que ces pays étaient avant tout des pays traversés par des divisions infranationales, ethniques, claniques. Des pays déchirés. Des pays déchirés. Dans des pays déchirés, la démocratie ne peut pas fonctionner parce qu'au lendemain même d'une élection, la minorité se sent agressée par la majorité et vice-versa, et donc ça finit en guerre civile ou en guerre civile larvée. On a oublié, et Francis Fukuyama l'évoque dans son dernier livre, la condition de la démocratie, c'est d'abord une unité intérieure, que la démocratie ne peut pas inventer, dont la démocratie bénéficie, à condition qu'elle existe antérieurement à sa naissance. Ce qui a permis à la démocratie d'émerger en Occident, c'est le fait qu'en effet, culturellement, nous mettons l'accent sur l'individu, l'émancipation individuelle, et que nous vivions dans des sociétés relativement homogènes. Et nous avons oublié tout ça, et comme nous l'avons oublié, nous avons voulu l'imposer à des sociétés qui n'ont pas cette relative homogénéité et qui ne mettent pas autant que nous l'accent sur l'individu. Donc, la première réponse côté occidental, c'est, je dirais, complexifier notre rapport à l'universel, avoir un rapport moins idéologique à l'universel, plus anthropologique, et peut-être être plus inclusif, je vais utiliser un terme d'époque. En fait, derrière le mot universel, nous avons tendance à mettre à l'intérieur des valeurs purement libérales. Or, comme l'indique Ronnie Broman dans une interview récente, l'attachement à la famille, l'attachement à des traditions, mais c'est aussi... Tout à fait universel, ouais. Tout à fait universel. Je dirais que même les Occidentaux, ce qui nous ramène peut-être à mon introduction quand je parlais de mon premier livre sur la Hongrie et la Pologne, même les Occidentaux aspirent à une forme d'enracinement qui peut-être fait défaut dans des sociétés où nous mettons tellement l'accent sur l'individu et l'émancipation. Donc pour l'Occident, c'est plutôt une évolution doctrinale qui s'impose. L'Europe, c'est un petit peu aussi quelque part la même chose, c'est-à-dire que l'Europe est convaincue au fond que le traumatisme qu'elle a vécu au siècle dernier peut servir d'exemple pour le monde. C'est-à-dire que nous étions divisés, nous nous faisions la guerre entre Européens et nous avons réussi à surmonter nos différences en vainquant le nationalisme, en déconstruisant un certain nombre de réflexes consistant à exalter nos spécificités nationales, spirituelles, culturelles. Et nous croyons que du coup, nous sommes une sorte de modèle qui peut irriguer les ensembles des pays du monde, un modèle qui est en effet plus axé sur la coopération et le droit que sur le rapport de force et la politique. Or, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous n'avons pas le choix, il va falloir accepter les rapports de force, et donc il va falloir que l'Europe se réinscrive dans son histoire, d'autant plus que le problème de l'Europe, c'est qu'à force de se définir à l'aune de valeurs juridiques universelles, elle s'agrège au terme Occident, qui la font quelque part disparaître derrière l'agenda géostratégique américain. On voit bien avec le retour de Donald Trump que les États-Unis, puis même d'ailleurs avec Joe Biden, vont et se concentrent sur le Pacifique. On voit bien que l'Europe a vocation à essayer de s'émanciper de ce terme Occident qui l'enferme dans un bloc suranné dominé par les États-Unis. Et je crois que la condition de l'affirmation de l'Europe, de son émancipation de ce bloc occidental, c'est la reconnexion avec son histoire. Et ce qui a fait la force, historiquement, de l'Europe, c'est l'émulation intérieure qui a permis cette division en nations. Contrairement à ce que nous pensons, la division de l'Europe a pu mener au pire, mais elle est aussi à l'origine de cette puissance qui lui a permis de dominer le monde. En plus, ils connaissent bien la concurrence au sein de l'Union européenne. Voilà, ils ont oublié toutes les vertus de la concurrence entre États. C'est ça, cette volonté d'intégration au point de réussir une union sans cesse plus étroite entre les peuples d'Europe, c'est ce que dit l'article 1 des traités de l'Union européenne. On voit bien que ça ne mène pas à une Europe plus forte. L'Europe décroche économiquement. Nous étions à peu près au même niveau que les Américains il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a un écart de PIB de 80%. L'Europe décroche et je crois qu'il faut être peut-être beaucoup plus modeste dans le projet européen. La Commission européenne doit se concentrer sur quelques dossiers phares et sinon laisser une grande marge de manœuvre aux États-nations
pour de nouveau vraiment faire jouer une forme d'émulation intérieure qui peut nous manquer. Sur l'Europe, on peut refaire encore le parallèle entre individus et régions du monde, avec ce traumatisme qui a été la Deuxième Guerre mondiale et dont il faudrait arriver à rebondir réellement plutôt à faire table rase, parce que c'est le compromis d'Habermas. Oui, c'est-à-dire que Habermas est en effet le théoricien allemand qui a proposé à l'Europe d'adopter, il n'est pas l'inventeur du concept, mais il a repris ce concept à son compte, le concept de patriotisme constitutionnel. C'est-à-dire pour nous débarrasser du patriotisme historique, culturel, traditionnel qui a mené au nationalisme, il faut redéfinir nos sociétés, le lien entre l'individu et l'État, le collectif, à l'aune de valeurs purement juridiques consacrées par l'ordre constitutionnel. Donc nous sommes des individus, nous avons des droits et des libertés. L'État se porte garant de ces droits et libertés et le juge suprême surveille l'État pour s'assurer que ce dernier ne remet pas en cause cet ordre juridiste, en quelque sorte. Donc ça, c'est le modèle habermasien qui, en effet, je dirais, est le père conceptuel de la construction européenne. Et je crois que le problème d'une telle conception, c'est qu'elle ne donne pas le patriotisme substantiel qui est nécessaire à notre époque. Raymond Aron disait les droits, les constitutions ne créent pas les sentiments. Et quelle est la grande leçon peut-être de la guerre en Ukraine? C'est que nous voyons bien qu'un peuple animé d'un patriotisme fort, qui tient à sa terre, qui tient à son indépendance, est prêt à se battre, à faire le sacrifice de sa vie pour exister. Et donc, nous voulons défendre l'Ukraine, très bien, mais il faudrait, quand nous disons l'Ukraine défend nos valeurs, il faudrait peut-être se rendre compte que la première valeur peut-être que défend l'Ukraine en affrontant l'impérialisme russe, c'est les valeurs du patriotisme que nous avons prétendu vaincre. Et je reviens simplement pour terminer à Raymond Aron, parce que c'est sans doute la référence intellectuelle que je mobilise le plus. Il disait, il s'interroge à la fin des années 70, dans une interview à l'Express, il dit « L'Europe est-elle empêchée du fait du veto américain ?» du fait qu'au fond, elle est une sorte d'annexe de l'Empire américain, ou du fait des Européens eux-mêmes qui ont oublié leur patriotisme national sans le remplacer. Je ne crois pas à l'émergence d'un patriotisme européen qui viendrait transcender nos appartenances nationales. Je crois qu'au contraire, il faut se reconnecter à l'énergie spirituelle qui émane des États-nations, parce que les Européens continuent d'être animés tout de même par ce sentiment national, pour reconstruire un projet européen qui, justement, ferait de ces sentiments nationaux une force pour construire un projet collectif capable d'inscrire l'Europe dans le monde tel qu'il est, capable de construire un pôle européen dans un monde multipolaire et qui va de toute façon le devenir toujours plus que nous le voulions ou non. Et justement, avant de passer à la France, qui est un échelon qui m'intéresse particulièrement, parce que justement c'est l'échelon national et que votre livre dit que c'est l'échelon de la puissance possible en tout cas. Il y a quelque chose la lecture de votre livre me laisse à la fois plein d'espoir, comme quoi je me dis peut-être que c'est la solution, peut-être que c'est possible. D'un autre côté, et vous le dites pas vraiment, mais il appuie un peu là où ça fait mal, c'est-à-dire que les élites, pour l'instant on a vu au niveau occidental et au niveau européen, les décideurs semblent encore habités par les idéologies que vous souhaiteriez qu'ils abandonnent. Par exemple, au niveau occidental, la rhétorique sur l'ogre russe qui s'en prend à nos valeurs avant tout, alors que je ne suis pas sûr que ce soit la raison principale qui ait motivé Vladimir Poutine, ou au niveau européen, je ne sais pas exactement où ça en est, mais apparemment, il y a quand même des bruits de couloir très forts sur l'élargissement de l'Union européenne. Donc, élargir notre patriotisme constitutionnel à d'autres pays, on voit que ces idées-là sont encore très fortes. Donc, si vous avez raison, on est dans la merde. Alors, en effet, mon livre dit, au fond, pour s'affirmer, parce que tout le monde est d'accord sur le fait que les Européens doivent s'affirmer pour mieux se défendre. Pour s'affirmer, il faut comprendre dans quel environnement on évolue. Donc il faut d'abord comprendre à qui on a affaire.
Dans quel monde nous vivons? Bon. Et ça, on l'a évoqué, montée en puissance des pays du Sud, d'autres valeurs. Donc notre universel idéologique, il faut sans doute le complexifier. Ensuite, au niveau européen, il faut en effet de nouveau faire confiance aux nations, pour le dire simplement. Or, nous voyons bien qu'en effet, dans certaines nations, et notamment la nation française, le vieux monde résiste en quelque sorte. C'est-à-dire le monde d'avant le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde désoccidentalisé, marqué par la montée en puissance des pays du Sud, le Sud global, etc. Bon. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une sorte d'entre-deux. C'est-à-dire qu'on voit bien, et la France incarne cet entre-deux. Ça fait la transition avec votre question sur le modèle français spécifique. C'est-à-dire qu'on voit bien que, d'un côté, la France, voyant que les États-Unis sont peut-être en train de quitter les Européens, veut reprendre un peu le flambeau des valeurs occidentales et incarner cette résistance à ce grand adversaire stratégique qu'incarnerait la Russie. Ce qui fait que la France se félicite que l'OTAN soit de retour et que de nouveaux pays la rejoignent. Et que de nouveaux pays européens, rejoignant l'Union européenne, rejoignent la grande famille occidentale, ce bloc occidental qu'il nous faut reconstruire. Je lisais récemment une interview d'une députée Renaissance, dont je m'excuse d'avoir oublié le nom, mais qui disait « Nous n'avons pas le choix. Voilà. Nous avons besoin des États-Unis, etc. » Et d'un autre côté, la France comprend qu'elle a tout intérêt à se reconnecter au fil de sa tradition géopolitique parce qu'elle lui fournit tout un matériau doctrinal et géostratégique et simplement aussi de l'ordre du récit, très adapté à l'époque dans laquelle nous vivons. Lorsqu'Emmanuel Macron revient de Chine et dit « Les Européens n'ont pas vocation à suivre l'agenda géostratégique américain parce que nous devons avoir notre propre vision du dossier taïwanais », lorsque ce même Emmanuel Macron propose que la France candidate pour intégrer les BRICS, donc ce sigle qui rassemble, il a proposé que la France participe au sommet de Johannesburg l'année dernière, l'été 2023, proposant que la France intègre le sommet des BRICS. Donc ce sigle qui réunit les grandes puissances émergentes, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que la France, au fond, héritage gaulien, est la jambe sud du Nord. On parlait de tiers-mondisme gaulien à l'époque. C'est le pays occidental, le seul pays d'Europe qui pense que l'Europe a autre chose à dire que les États-Unis. C'est le seul pays occidental qui pense qu'il faut aussi écouter les pays du Sud, qu'il y a d'autres valeurs, d'autres identités. C'est ce que voulait dire Jacques Chirac lorsqu'il a construit le musée du Quai Branly sous le patronage de Claude Lévi-Strauss, qui est l'homme qui, au XXe siècle, a dit aux Occidentaux « Vous n'êtes pas les titulaires de la civilisation avec un grand C, mais d'une civilisation parmi d'autres, qu'il faut aussi considérer. » Et Jacques Chirac, lorsqu'il inaugure ce musée, encore une fois, en présence de Claude Lévi-Strauss, il dit « La mondialisation qui rêve d'uniformiser le monde, c'est une fausse idée. Il nous faut nous ouvrir à d'autres horizons. » Et je crois que si une France qui continue de penser qu'elle est particulière dans le monde occidental, qu'elle est plus qu'un bout d'Occident, qu'elle est plus qu'un bout d'Europe enfermée dans une relation asymétrique avec l'Allemagne, c'est une France qui se reconnectera en effet à cette tradition géopolitique gaulienne qui dit que la France n'attend pas l'accord des États-Unis ou de l'Allemagne pour reconnaître la Chine populaire. Et c'est une France qui pourra, du coup, du fait qu'elle s'est reconnectée avec sa tradition géopolitique, qui pourra apporter un autre son de cloche à une Europe qui, au fond, ne jure que par un atlantisme de confort, qui, je crois, à terme, est périmé, parce que les intérêts des Européens et des Américains divergent, et les Américains nous le rappellent très simplement lorsque, par exemple, Joe Biden met en place un protectionnisme assez agressif à travers l'IRA, qui va contribuer largement à accélérer la désindustrialisation de l'Europe. Les Américains suivent leur propre agenda, ils ont leurs intérêts, ils se rapprochent du Vietnam pour contenir la Chine. Aux Européens d'avoir aussi à leur tour une vision beaucoup plus souple des relations internationales, beaucoup plus émancipée, et pour cela, je crois qu'ils ont besoin d'une France qui maintient ce son de cloche sudiste, ce qui suppose que la France elle-même continue de penser qu'elle a quelque chose à dire de différent des autres. Mais l'élargissement de l'Union européenne n'irait pas vraiment dans ce sens-là, parce que ça donnerait probablement plus de poids à l'Allemagne à l'intérieur. Alors,
Le grand problème de l'élargissement, c'est que nous voulons le coupler à la fin du droit de veto des pays européens au Conseil européen. C'est peut-être le préciser, sur un certain nombre de questions. Il y a un vote à la majorité entre les 27, les 28, et puis demain peut-être les 36. Il y a un vote à la majorité qui s'effectue pour prendre une décision. Puis sur d'autres dossiers, il faut l'unanimité des États membres. Et nous voulons demain que la politique étrangère de l'Union européenne se décide à la majorité. Et donc je reviens à ce que je viens de dire. Comme nous sommes les seuls à penser que l'Europe doit avoir autre chose à dire que ce que pensent et disent et font les Américains, nous avons l'assurance, dans un système qui met fin à l'unanimité, d'être systématiquement mis en minorité. Je ne vois pas l'intérêt de la France, et je dirais même l'intérêt de l'Europe derrière un tel système, parce qu'encore une fois, je crois que l'Europe aura besoin d'une France forte qui cultive sa jambe sudiste si elle veut entendre autre chose que ce discours des valeurs qui est peut-être très confortable, parce qu'en plus, il ressuscite une époque de la guerre froide où, au fond, les choses étaient assez simples, il y avait le camp du bien et le camp du mal. Si nous voulons éviter ce manichéisme qui n'est absolument pas adapté au monde dans lequel on vit, encore une fois, nous aurons besoin d'une France qui peut faire contrepoids. Or, dans un système à la majorité, la France sera systématiquement minoritaire et puis on lui reprochera de diviser l'Europe. Et donc, je la vois embarquée dans des négociations qui, in fine, aboutiront à édulcorer sa propre personnalité géostratégique. Mais même le règne, parce que si tout dépend de la France pour les relations internationales, il y a quand même une dynamique de l'Union européenne qui est toujours plus d'état de droit au détriment des souverainetés nationales, un développement du pouvoir du juge. Donc, si la solution pour l'Union européenne, je pense que vous disiez tout à l'heure, est de refaire confiance à son histoire, qui est la compétition entre les nations, compétition saine, et de la coopération entre les nations, pour l'instant, on s'éloigne de cette solution. Alors, il faut s'arrêter sur cette notion d'état de droit, parce que, en effet, la démocratie suppose un état de droit, c'est-à-dire un régime dans lequel le droit prime, le pouvoir ne peut pas faire ce qu'il veut, il y a des limites juridiques, il y a des contre-pouvoirs constitutionnels qui veillent à garantir les droits et les libertés individuelles. Bon. Mais on voit bien que cette notion d'état de droit à l'échelle de l'Union européenne, elle est instrumentalisée à des fins idéologiques, puisque au nom de l'état de droit, il y a la volonté d'uniformiser les systèmes politiques nationaux, et au nom de l'état de droit, de promouvoir un certain nombre de valeurs visant la défense des droits et des libertés individuelles, auxquelles on rattache un agenda sociétal qui vient contredire une vision plus traditionnelle de la famille, une vision plus traditionnelle du mariage, et qui donc crée des tensions, je pense, inutiles entre un projet européen qui n'a pas besoin de cette vocation, de ces visées impérialistes, uniformisatrices. Le traité de l'Union européenne, je le disais à l'article 1, vise l'union sans cesse plus étroite entre les peuples d'Europe, et on voit bien que l'état de droit sert aussi à raffermir cette union qui se confond de plus en plus avec une forme d'uniformisation, pas simplement sur le plan politique et économique, mais aussi désormais sur le plan sociétal, ce qui excite la Hongrie et la Pologne, par exemple. Mais il y a aussi un article 4 qui dit que l'Union européenne respecte les identités nationales et politiques des États membres. Et donc je crois qu'il faut retrouver cet équilibre. C'est ce que j'évoquais. Et justement, pour faire peut-être le lien avec la dernière question... On va y venir, mais je vais juste... parce que du coup, moi, il y a quelque chose, parce que vous êtes optimiste, c'est l'optimisme de la volonté que j'entends chez vous. Mais concrètement, moi, la conclusion à laquelle j'arrive, c'est si c'est ce qu'il faut faire et que c'est pas du tout ce qu'on fait, il risque d'y avoir un problème. Je crois qu'en fait, l'Union européenne a évolué d'une certaine manière parce qu'elle a été aussi dominée par des élites qui aspiraient au fond à ce dépassement des États-nations. Et on voit bien que pressés par leur propre peuple, la dynamique électorale des partis dits populistes l'indique, on voit bien qu'il y a quand même un changement. On parlait d'entre-deux tout à l'heure. Oui, on n'est plus quand même dans la naïveté et dans ce supranationalisme tout craint qui existait il y a encore quelques années. Il y a encore des courants qui vont chercher à aller toujours plus loin. Mais j'ai presque l'impression qu'ils sont vaincus par la réalité
du fait national et la permanence d'un fait national qui se manifeste à travers des élections, qui vont sans doute contribuer à recomposer le Parlement européen, et qui font que, aujourd'hui, par exemple, les questions de frontières, y compris les questions de frontières économiques, les questions de relance budgétaire étaient tabous, elles ne le sont plus. Les questions de frontières économiques, il y a une forme de petit patriotisme écologique qui a émergé. C'est très limité parce que l'Allemagne, elle, ne veut absolument pas de barrières commerciales parce qu'elle est une force exportatrice. Donc, en effet, et un exemple que je souligne dans mon livre qui est symptomatique de ce que vous dites, la France promeut le concept d'autonomie stratégique. Donc, la France est très à l'aise, elle serait très à l'aise avec l'idée même d'un protectionnisme européen. Mais la Commission européenne lui a dit OK, à condition qu'on ajoute l'adjectif ouverte. Donc, la Commission européenne, la DG, la Direction générale du commerce, propose le concept d'autonomie stratégique ouverte. Ce qui ne veut rien dire et qui montre bien qu'on a un petit peu de mal avec ces idées de se protéger, de se défendre. Mais j'entendais encore, pas plus tard que ce matin, Arnaud Danjean, qui était le grand spécialiste côté LR au Parlement européen des questions de défense. Il dit au fond les idées défensives, c'est son expression, ont infusé parce que les Chinois se protègent, parce que les Américains désormais se protègent, et elles sont aujourd'hui en fait majoritaires. Donc en fait la question, juste pour terminer, c'est combien de temps l'idée un peu naïve de la mondialisation va-t-elle continuer d'habiter le technodrome européen, sachant que son heure est arrivée? On n'est pas loin d'un virage à 90 degrés idéologique. Ça, c'est une bonne illustration de peut-être l'entre-deux dans lequel on se trouve. Et simplement une petite précision, quand je dis que l'Europe doit se regreffer à ses États-nations, dans le cadre de traités qui consacrent leur solidarité mutuelle en cas d'agression. Parce qu'il y a des vertus aux traités européens, comme cet article 53 de mémoire, les téléspectateurs vérifieront, qui dit qu'en cas d'agression d'un seul pays, tous les autres font bloc pour le défendre. Et ça, je crois qu'en effet, l'émulation collective, l'émulation entre nations, à l'intérieur d'un cadre solidaire qu'il faut tout de même préserver. Avant de venir à la France, on va y venir, mais du coup, j'ai pensé, peut-être que Trump était la chance pour l'Europe et l'Occident, en incarnant de façon si spectaculaire les exigences d'une partie du peuple américain à un retour au protectionnisme, à réveiller le protectionnisme américain, qui en fait fait partie intégrante de presque toute leur histoire, et du même coup, la nécessité pour les Européens de se protéger aussi et d'écouter pour éviter peut-être leur propre moment Trump, mais Alors, en effet, il y a eu le moment Trump, c'est un moment en effet de remise en cause du libre-échange, de la mondialisation, au nom des intérêts américains et notamment de cette petite Amérique qui subissait de plein fouet les désindustrialisations, les délocalisations vers l'Asie. Et puis, Biden revient, enfin Biden est élu, et là on se dit, ah, enfin, fin de la parenthèse Trump, tout peut continuer comme avant. Eh bien non, Joe Biden, avec l'IRA, l'Inflation Reduction Act, met en place un protectionnisme, parce que Joe Biden a bien compris que les classes moyennes, populaires blanches américaines de la Pennsylvanie qui votaient démocrates et qui ont basculé vers Trump pour les reconquérir, et puis tout simplement pour défendre l'intérêt américain dans un contexte géopolitique tendu, eh bien, il fallait reconstruire le marché intérieur, être plus souverain en matière industrielle. Et le fait que les États-Unis, même quand ils sont dirigés par les démocrates, adoptent désormais des mesures protectionnistes, c'est ça qui, je crois, va définitivement vaincre l'illusion des Européens, consistant à penser que la mondialisation, c'est l'ouverture, et toute entorse à l'ouverture et au libre-échange est une coupable régression vers les heures sombres de notre histoire. Alors, cependant, les Européens sont dans un entre-deux, on l'évoquait, et leur capacité à définitivement basculer vers ce monde que et la gauche et la droite américaine nous rappellent qu'il est définitivement le nôtre, va nécessiter sans doute un changement de personnel politique parce que, en vous répondant, je pense à une séquence à l'Assemblée nationale très récente sur une mission d'information sur les ingérences étrangères. Et lorsque l'on fait la liste des ingérences étrangères qui concernent la France, la Russie et la Chine sont concernées, mais à un degré bien inférieur au niveau d'ingérence des États-Unis qui, sur le terrain économique, puisque la mondialisation c'est avant tout une guerre économique, les États-Unis utilisent les armes du droit pour décontenancer nos industries, on se souvient de l'affaire Alstom et d'autres,
euh, eh bien, les Européens vont devoir accepter le fait que la guerre économique, le fait de se protéger, passe aussi par le fait de se protéger des Américains et pas simplement des Russes et des Chinois. Et c'est là où la vision que continuent de promouvoir les Européens d'un monde divisé entre d'un côté les démocraties et le bloc des autoritaires est complètement périmée. Nous vivons dans un monde fait d'acteurs politiques, nationaux, qui défendent leurs intérêts. Nous ne faisons pas face à des puissances hostiles, comme je l'entends très souvent, mais face à des puissances tout Tout court. court. Ouais. Aron disait, la puissance, c'est la capacité à imposer sa volonté à l'autre. Et bien ça, en effet, les Chinois, les Russes, les Américains, par différents moyens, sont tout à fait capables de le faire. Et donc, il va falloir que nous acceptions de le faire, y compris vis-à-vis, par exemple, de l'extraterritorialité du droit américain qui menace nos intérêts économiques et industriels, notamment en France. On essaye aujourd'hui de racheter Alstom Energy, qui a été vendu aux Américains de General Electric parce qu'ils produisent au fond les chaudières essentielles à nos centrales nucléaires. Sans ce composant, nous n'avons plus une chaîne complète nucléaire, ce qui est un atout en moins pour vendre nos réacteurs et puis pour en construire chez nous. Les Américains refusent de nous le vendre et sont en train d'ajouter des composants américains pour soumettre cette technologie aux droits américains, quel que soit le marché sur lequel elle sera vendue. Et nous avons été naïfs par rapport à ça. Et Emmanuel Macron, au tout début de son premier mandat, disait à Trump, on ne fait pas la guerre économique à ses alliés. Voilà de quelle naïveté nous avons été coupables et nous sommes sans doute encore un peu coupables. Dans les relations internationales, les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts, le disait le général de Gaulle. Et ça, en effet, il va falloir l'accepter. Il y a encore, peut-être pour vous rejoindre votre pessimisme, il y a encore pas mal de chemin à faire. Et je pense que pour faire ce chemin, il faudra sans doute renouveler notre classe politique, celle qui nous a menés à l'endroit où nous sommes. Alors, vous me rejoignez un peu sur le pessimisme, mais vous êtes en train de me rendre un peu optimiste. En vous écoutant, je suis de plus en plus d'accord avec vous sur le fait qu'effectivement, on est dans un entre-deux. Il y a un autre événement historique récent qui, en plus du moment Trump, va probablement nous faire passer les Européens et surtout les Allemands à la réalisation de la nécessité pour eux de s'affirmer vis-à-vis surtout des Américains. Donc c'est Emmanuel Todd qui le dit, à supposer que ce soit les Américains qui aient fait sauter le pipeline. Les Allemands se vivaient comme protégés, éternellement protégés par le grand frère américain. D'un coup, le grand frère américain ferait sauter leur principale source d'approvisionnement énergétique qui fonde toute leur réussite économique. Le traumatisme va quand même être un peu violent. Donc Todd, avec son humour habituel, a rembé ça. Oui, alors je l'écoute. Alors j'ai beaucoup de points communs et aussi d'affection pour Emmanuel Todd. Mais sur ce point-là, moi je serais peut-être un peu moins catégorique parce que je constate que les Allemands ont tout de même accepté et appuyé les décisions qui, en effet, ont abouti à ce que l'Europe se coupe, pour aller vite, du gaz russe, grâce auquel il bénéficiait d'une énergie à bon coût. Et donc, moi, la question que je me pose, et j'essaye un peu d'y répondre dans mon livre, c'est quand même pourquoi, qu'est-ce qui fait que les Allemands ont été prêts à sacrifier, au fond, leurs intérêts économiques sur l'autel d'une solidarité occidentale qui les dessert, encore une fois, sur le plan économique. Sacrifier, c'est-à-dire fermer les vannes d'un pipeline qu'on peut rouvrir dans quelques années, c'est quand même pas tout à fait la même chose que le faire sauter. Oui, mais vous constatez comme moi que depuis que ce pipeline a été en effet détruit, donc qui reliait à travers la mer Baltique les Allemands au gaz russe, l'Allemagne était directement approvisionnée. Depuis la destruction de ce gazoduc, je n'ai pas vu véritablement de réaction allemande. Ce qui va peut-être faire changer les Allemands, c'est encore une fois la pression électorale. On voit bien que le parti AfD, qui est en fait donc, la droite populiste, l'extrême droite, bon, elle bénéficie d'une peur de l'islam et de l'immigration en Allemagne, comme dans tous les pays européens, mais aussi des conséquences énergétiques de la guerre en Ukraine. Et ils sont à des niveaux tels que la droite allemande va peut-être être, elle aussi, contrainte de faire évoluer
sa doctrine, son logiciel, et peut-être qu'aux prochaines élections législatives, le bloc de centre-gauche qui dirige aujourd'hui l'Allemagne fera face, peut-être pas à un bloc de droite, mais à des partis de droite qui auront pour point commun de vouloir tempérer une géopolitique européenne qui affecte l'industrie allemande. Ce n'est pas impossible, mais en tout cas, ce qui, moi, m'a intéressé, c'est les raisons pour lesquelles ce centre-gauche allemand au pouvoir a si facilement accepté des décisions qui, en effet, remettent en cause le modèle sur lequel l'Allemagne a bâti sa prospérité depuis 20 ans. Peut-être que c'est en apparence, parce qu'ils veulent aussi reconstruire une armée. Donc peut-être qu'il y a quand même une... Alors, mais justement... Ils sont peut-être en train de dépasser le traumatisme qui faisait qu'ils s'interdisaient d'avoir une armée. C'est un petit peu l'hypothèse que je formule, c'est-à-dire je pense qu'en fait, nous avons minoré le fait... Les Allemands sont tellement forts d'un point de vue économique et industriel que nous les réduisons à une forme de patriotisme industriel presque. En fait, je crois que l'Allemagne s'est reconstruite sur le plan identitaire. Il y a un nouveau modèle allemand qui a émergé. L'Allemagne a vaincu le vieux nationalisme romantique à laquelle elle rattache l'hitlérisme pour justement devenir la championne du patriotisme constitutionnel habermasien. Et ce modèle allemand, qui repose non pas sur une identité nationale au sens culturel et historique, mais sur l'idée que nous vivons dans un état de droit, avec des droits et des libertés consacrés par une cour, en effet, la cour de Karlsruhe très puissante. Ce modèle allemand, c'est aussi le modèle que promeut l'Union européenne. Et donc moi, je me demande un petit peu, dans une fibre, en m'inscrivant dans la filiation de Samuel Huntington, si au fond, l'Allemagne, du fait de ce renouveau identitaire, n'a pas repris confiance en elle-même à un point tel qu'elle aspire désormais à s'affirmer sur le terrain géopolitique, et donc à incarner cette jambe européenne d'un bloc occidental auquel elle croit fermement, parce que depuis la Seconde Guerre mondiale, elle se vit à travers un lien fort avec les États-Unis, et puis depuis son ascension industrielle, depuis sa reconstruction identitaire autour d'un modèle assis sur l'état de droit, les valeurs juridistes du modèle habermasien, elle est un modèle complet économique, culturel et politique, qui est le modèle européen. Et donc, lorsque vous êtes fort sur le terrain économique et que vous devenez fort tout court, eh ben, vous nourrissez de nouvelles ambitions. L'Allemagne a longtemps délégué au fond à la France le soin d'être la figure de proue de la géopolitique européenne. On se souvient qu'en 2003, elle a suivi Jacques Chirac lors de son opposition à la guerre en Irak. Cette heure est sans doute terminée. Il y a beaucoup de discours d'Olaf Scholz géopolitiques très forts, qui oublie de mentionner la France, qui dit que l'Allemagne a aujourd'hui une position de carrefour qui va être renforcée par l'élargissement à l'Est, et que dans cette nouvelle Europe, du fait de sa centralité, du fait de sa force, elle a vocation à prendre le leadership géopolitique européen greffé à un bloc occidental qu'elle ne remet nullement en cause. Et dès que la France essaye de faire un pas de côté, elle se fait tout de suite rattraper par un discours des élites dirigeantes allemandes. Donc moi, je pense que vraiment, nous sous-estimons le retour de l'Allemagne parce que nous le circonscrivons aux questions économiques et industrielles. Non, grâce à l'industrie, ils ont retrouvé une force qui fait qu'ils ont aujourd'hui, en effet, l'affirmation de l'Allemagne rejaillit sur tout un ensemble de thématiques, y compris le terrain géopolitique. Et c'est sans doute pour ça que les Allemands ont accepté les sanctions, parce qu'ils se sont dit nous devons profiter en quelque sorte de ce moment géopolitique pour reprendre toute notre place, celle que nous avons perdue à cause du terrible XXe siècle. Et il nous reste le cas de la France. Que doit faire la France pour s'adapter à cette nouvelle donne géopolitique et internationale ? Alors, je le disais tout à l'heure, la France, grâce au général de Gaulle, bénéficie d'un modèle stratégique, d'une pensée stratégique qui lui donne une souplesse qui se résume en une formule: alliés mais pas alignés. Nous devons cultiver nos alliances tout en nouant de nouvelles ambitions à l'égard de théâtres que nous avons complètement abandonnés. Par exemple, l'Amérique latine. L'Amérique latine, c'est très intéressant aujourd'hui. Le Brésil, le Mexique promeuvent ce qu'on appelle un non-alignement actif.
un coup avec les Russes, un coup avec les Chinois, un coup avec les États-Unis. En fonction de l'intérêt national, on est prêt à un certain nombre de variations et donc du coup, ils existent à part entière sur la scène internationale. Nous avions un prestige en Amérique latine. Notre dernier fait d'armes, me disait Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France au Brésil, est d'avoir soutenu Javier Guaido, qui était le candidat de la CIA au Venezuela. Je crois que la France a vocation à avoir une politique mondiale. Elle est présente sur les 5 continents, avec la Nouvelle-Calédonie, avec la Guyane. Elle doit sortir de cette idée sur laquelle elle serait un petit bout d'Occident coincé, encore une fois, dans une relation asymétrique avec l'Allemagne. Nous sommes plus qu'un pays continental, nous sommes un pays monde. Et ça doit nourrir une ambition géostratégique qui consisterait à s'adresser, je le disais, donc à des pays que nous avons complètement oubliés, euh, ce qui suppose une curiosité renouvelée pour des pays non occidentaux, ce qui suppose aussi un corps diplomatique aguerri à des réalités culturelles et nationales qui nous échappent. La funeste décision d'abattre au fond ce corps diplomatique, cette décision d'Emmanuel Macron, c'est une parenthèse qu'il faudra très vite refermer. Nous avons besoin de diplomates qui connaissent l'Amérique latine, qui connaissent l'Afrique, qui connaissent l'Asie. Les Africains n'attendent pas nos leçons de morale, nos leçons de démocratie. Ils attendent que nous les traitions d'égal à égal, que nous comprenions leurs différences culturelles et que nous leur proposions des partenariats gagnant-gagnant. Et donc, ce que peut faire la France, c'est ça, c'est retrouver le fil de sa tradition géopolitique. Il faut élire ce que Gérard Haraud appelle un gaullisme 2.0. Non pas ressusciter un tiers-mondisme gaullien, ce terme est périmé, peut-être un sudisme gaullien, mais ce qui supposera, au-delà simplement de la doctrine, ça supposera aussi une reconstruction intérieure. C'est-à-dire que pour être fort à l'international, il ne faut pas que 500 de vos villes soient incendiées en l'espace de quelques semaines. Vous perdez toute crédibilité. Et c'est le grand problème de la France, c'est que c'est un pays qui se voit à l'échelle du monde, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais qui est aussi le produit d'un déclassement, l'incarnation d'un déclin intérieur, démographique, industriel, éducatif. Et je crois que avant peut-être de nouer de nouvelles ambitions géopolitiques, même si je crois encore une fois important de cultiver notre fibre sudiste, il faudra en passer par une phase de reconstruction intérieure, ce qui supposera peut-être d'être un peu moins vocal, un peu moins grandiloquent, plus modeste. Vous êtes optimiste? Est-ce que là, pour la France, on a fait la moitié du chemin, ou en tout cas on est dans l'entre-deux, où on n'a pas encore vraiment commencé? Mais Ce chemin de revenir à... alors, pour le moment, de retrouver une unité. L'unité, ce sera deux choses. Ce sera retrouver foi en nos spécificités nationales, en notre tradition, en notre particularité, dans l'idée même que nous sommes une nation. Et ça je crois que là, pour le coup, le compte n'y est pas. C'est-à-dire que nous continuons de cultiver une forme de repentance mémorielle qui aiguise les fractures infranationales, qui ne crée pas ce grand projet national par exemple, que la République, puisque on n'arrête pas de parler des valeurs républicaines, mais la République, c'était un projet national fort, c'était l'unité et l'indivisibilité de la nation, des fiertés collectives incarnées par des grandes figures historiques que nous transmettions aux petits Français à travers l'école, le service militaire, tout un ensemble de choses qui fait que nous nous sentions liés par-delà nos différences. Il y a tout un ensemble de récits de résistants qui racontent pourquoi ça a marché alors qu'il y avait des monarchistes traditionnalistes catholiques, des juifs républicains, parce que, disent-ils, nous étions transcendés par un patriotisme national qui était entretenu dès l'école. Donc il faut retrouver cette fierté nationale, cette fierté historique, arrêter d'abaisser notre histoire. Donc ça, en effet, on en est loin. Donc ça passera par un grand projet éducatif national. Et puis, ça ne peut pas simplement être des sentiments de l'histoire, il faut aussi des projets concrets, il faut une grande ambition scientifique, il faut valoriser notre espace maritime. Et là, je crois qu'il manque encore aujourd'hui beaucoup de choses. On est en train de mettre en place des éléments sémantiques et techniques. On a reconstruit le commissariat au plan. On voit bien que les idéaux de planification, de stratégie, irriguent le vocabulaire. Les ministères ont désormais dans leur intitulé le mot de souveraineté. Bon, mais ok, au niveau des mots, on y revient. Mais il manque encore, et c'est toujours l'idée qu'on est dans cet entre-deux, il manque maintenant la réalisation concrète dans un cadre européen qui ne nous est pas tout à fait favorable. Et c'est là où peut-être il faudra aussi la jouer un peu plus finement. On a réussi sur le terrain du nucléaire à tordre le bras à l'Allemagne parce que justement nous nous sommes un petit peu émancipés de ce
couple franco-allemand en trouvant des alliés à l'Est, en Europe centrale et orientale, qui étaient favorables au nucléaire. C'est ça, cette souplesse stratégique qu'il nous faut avoir au sein de l'Union européenne et en dehors de l'Union européenne pour défendre au mieux nos intérêts. Donc nous l'avons fait sur le nucléaire, il faudra sans doute le répéter sur d'autres dossiers, sans jamais perdre nos leviers de puissance. Et on voit bien qu'il y a toujours chez Emmanuel Macron cette tentation supranationaliste qui irait jusqu'à européaniser notre siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, à européaniser notre dissuasion nucléaire. Nous n'avons pas besoin de perdre nos leviers de puissance pour construire l'Europe de demain. Au final, j'ai l'impression que le vrai entre-deux se joue dans la tête de nos élites. C'est-à-dire qu'eux sont vraiment entre deux chaises, entre ce qu'ils ont appris ou ce qu'ils ont cru être vrai pendant longtemps. Et il est possible, parce que c'est quand même des gens qui travaillent, réfléchissent, qui s'intéressent à ces sujets depuis un certain temps, qui défendent des convictions ou une vision du monde depuis un certain temps en tout cas, que ça prenne un peu de temps, la mise à jour soit un peu longue, quoi. Ouais, je pense que, moi je l'évoquais tout à l'heure, ça nécessitera quand même un renouvellement du personnel politique. On ne peut pas avoir cru pendant 30 ans à des idées qui sont aujourd'hui mortes et du jour au lendemain, en effet, les rénover. Ils ont compris, mais comme ils restent accrochés à leurs croyances avec lesquelles ils se sont construites tout au long de leur carrière, ils n'arriveront pas à aller jusqu'au bout du processus qu'il est nécessaire d'enclencher. Mais je vois aussi un nouveau personnel politique émerger. On le voit bien dans différents partis politiques. Et je crois que, par exemple, on parle beaucoup de De Gaulle. Le parti gaullien historique qu'incarne aujourd'hui encore un petit peu LR a été un grand parti qui est aujourd'hui tout petit, mais qui est incarné par exemple comme quelqu'un comme François-Xavier Bellamy, mais on le voit à travers différentes déclarations. Il y a une remise en cause du libre-échange, il y a une remise en cause de la primauté du droit européen, il y a un aggiornamento idéologique, j'ai réussi à le dire, au sein de la droite française, qui était historiquement ce parti gaulliste. Dès lors que la droite n'a plus été gaulliste, elle a participé de ce supranationalisme européen et de cet occidentalisme qui, tous deux, ne sont plus adaptés à notre époque. Simplement, peut-être pour terminer, pourquoi je dis qu'en effet, nous aurons besoin d'un changement de personnel politique? Parce que l'idée européenne en France est plus qu'un projet technique. C'est vraiment un projet, je dirais, qui fait écho à l'idée que nous nous faisons de notre propre nation. 2 citations peut-être pour terminer sur ce point en tout cas. Brzezinski disait, le grand géostratège américain, ex-conseiller de Jimmy Carter à la Maison-Blanche, la France, à travers le projet européen, croit en sa réincarnation, en la possibilité de poursuivre sa politique de grandeur par d'autres moyens. De Gaulle répondait à ça en disant « ce sont des illusions ». Il parlait dans ses mémoires des illusions de l'école supranationale. C'est pas à travers... L'Europe peut nous aider à recouvrer notre puissance, mais à condition que nous gardions en notre sein aussi des leviers de puissance. Et puis peut-être de façon plus insidieuse, j'en parle dans mon premier livre, je dis qu'au fond la France, avec la Révolution française, est aussi le territoire qui a élu un nationalisme sans territoire, qu'incarne avec toute sa verve, tout son lyrisme, quelqu'un comme Victor Hugo, qui disait « Ô France, tu es trop grande pour n'être que frontière, résous-toi à ton immensité, de même qu'Athènes devint la Grèce, que Rome devint la chrétienté, ô ma patrie devient l'humanité. » Et je crois, c'est magnifique, c'est du Victor Hugo, et je crois que justement, la France croit encore qu'en sacrifiant ses intérêts, qu'en participant à la construction européenne, elle fait un pas en avant vers la fraternité universelle. C'est très français, c'est franchouillard. Mais ça continue de nous animer et de se retourner contre le projet de souveraineté nationale qui est indispensable, puisque tout pays est souverain où il n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'il faudra faire un travail aussi d'introspection, voir où se nichent les croyances qui nous empêchent de nous adapter à cette ère de l'affirmation qui est désormais la nôtre, qui est le nom que je donne au monde dans lequel nous vivons, un monde désoccidentalisé, encore une fois, que nous le voulions ou non. Alors, je suis très content, avant de passer à la dernière partie, qui est une petite nouveauté, où cette fois, je vais aller chercher l'invité
poser des petites questions embêtantes pour voir, peut-être qu'ils répondent aux plus sceptiques d'entre vous. On verra si j'ai trouvé les bonnes petites bêtes ou pas. C'est la première fois que je me plie à l'exercice, donc c'est pas sûr. Mais je suis très content de revenir, de finir sur cet aspect-là de la France. Parce que je suis un peu copain avec Stéphane Rosès qui parle tout le temps L'imaginaire. de l'imaginaire français qui est universaliste et projectif. Et du coup, c'est vrai que affirmer qui l'on est et donc que l'on est différent des autres alors que qui l'on est et être universaliste, il y a un truc pas facile à faire pour les Français. Et donc, et en même temps, on est un vieux pays. C'est-à-dire qu'on a cette force-là, c'est quand même un avantage pour affirmer une identité que n'ont pas tous les pays. Il y a beaucoup de pays africains dont les frontières sont tracées, ne correspondent pas à l'histoire des territoires, à la géographie, que j'ai beaucoup aimé tout le passage de votre livre sur la géographie. Et du coup, je ne sais pas si vous voulez rebondir sur ce que je viens de dire, mais ça va être toute la difficulté, en effet, de la France. Mais en fait, parce que justement, cet universalisme est notre identité paradoxale, puisqu'on a tendance à opposer identité et universelle, en effet. Mais je crois que, justement, il y avait quand même l'idée avec la Révolution française, et puis ensuite, on peut en trouver des citations, Clémenceau, qui après la Première Guerre mondiale dit la France, jadis soldat de la chrétienté, aujourd'hui soldat de l'humanité, sera toujours le soldat de l'idéal. Donc on confondait l'affirmation de la France avec la possibilité d'un progrès universel. Il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde, dit De Gaulle, sous la statue qui trône sur les Champs-Élysées. Bon. Donc, mais je crois que cette idée que pour que le monde soit en paix et libre, il faut une France forte, a été vaincue par un universalisme qui ne pense plus que c'est par la France, quelque part, que nous réussirons. Cet universalisme nous débarrassera de ce nationalisme qui a gangréné l'Europe. Parce qu'il y a une sorte de blessure narcissique que la Seconde Guerre mondiale nous a infligée. J'en parlais notamment avec Maurice Gourdeau-Montagne, ancien conseiller diplomatique de Jacques Chirac, qui a publié « Les autres ne pensent pas comme nous », et qui disait que oui, en effet, les élites françaises avaient sans doute perdu confiance dans leur ancrage national, dans la vocation universelle de la France, parce qu'elle avait terriblement, cette vocation avait terriblement échoué à être à la hauteur d'elle-même pendant la Seconde Guerre mondiale du fait de la collaboration. Et je crois qu'en effet, ce schéma nous poursuit. Et donc, nous ne disons plus comme Victor Hugo, ô France, tu es trop grande pour n'être que frontière. On dit, ô France, tu es trop petite pour en conserver encore une. Il faut que tu disparaisses. Tu n'es plus au niveau de notre vocation. C'est désormais l'Europe qui compte. Et je crois que le seul moyen de rattacher les Français et les élites dirigeantes à une forme de fierté nationale qui les fuit sans doute du fait de nos échecs passés, et peut-être aussi, là encore une fois, de recomplexifier notre rapport à notre propre histoire, et y compris sur la Seconde Guerre mondiale, je l'évoque dans mon livre. Un grand historien, Georges Semelin, dans un ouvrage publié au CNRS, raconte pourquoi 90% des Juifs français ont survécu pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'ils ont été génocidés dans la plupart des pays d'Europe. Et il dit, c'est pas grâce à Vichy. Il dit, c'est grâce, et Serge Klarsfeld l'évoquait également récemment, il dit, c'est grâce à des actes de solidarité, de petites mains, de petits anonymes, du peuple français, qui ne voulait pas voir ses compatriotes, quelle que soit leur religion, être victimes d'une telle barbarie. Et il dit, Georges Semelin au CNRS, dans ce livre du CNRS, il dit, il y a 3 freins intérieurs qui ont fait que les Français ont résisté à ce qui allait arriver à leurs compatriotes. Il dit, il y a le frein du patriotisme, l'amour de la nation qui fait que nous sommes frères avant d'être catholiques, juifs, etc. Il y a le christianisme et il y a l'humanisme républicain.
Et je crois que ces 3 freins intérieurs, ce sont peut-être les 3 dimensions de notre identité nationale, et nous avons passé notre temps à les déconstruire, alors qu'ils sont responsables du fait que la France est, au classement des justes parmi les nations, le deuxième pays à avoir le plus sauvé de juifs. Donc, quand on dit, comme on dit aujourd'hui, il faut regarder notre histoire en face. Quand on dit ça, quand Emmanuel Macron dit ça, c'est en fait pour blâmer la France, pour déconstruire la fierté nationale. Alors qu'on pourrait, en effet, jeter un regard beaucoup plus complexe sur notre histoire à des fins de revalorisation. Et quand je parle de revalorisation, je ne propose pas d'inventer un roman national fictionnel. Je propose de parler de ce qui s'est concrètement passé. Je mettais l'accent sur la Seconde Guerre mondiale parce que c'est une blessure narcissique importante, mais on pourrait parler de tout un ensemble de sujets. Lorsque Nicolas Sarkozy avait voulu construire une maison de l'histoire de France, des historiens s'y étaient opposés en disant il n'y a pas d'histoire de France, il y a une histoire en France, comme si la France n'était plus un sujet historique. Voilà. Il faut aussi résister à ce post-nationalisme un peu mondain et ne pas avoir peur de réaffirmer toutes les raisons qui font que nous avons de bonnes raisons d'être fiers d'être français. Voilà. Ce que rappelle un bon nombre d'électeurs de partis nationalistes, plutôt absents des cercles mondains. Oui, c'est-à-dire que je crois qu'en fait, on parle beaucoup de la dynamique du Rassemblement national et comment ne pas l'évoquer, puisque après les derniers sondages, ils sont à plus de 30%, lorsque les autres sont aux alentours de 15%, donc l'écart est immense. Et je crois que si ce parti est aujourd'hui très haut, c'est parce qu'il est rejoint par des Français qui ont longtemps voté à gauche, qui ont longtemps voté au centre, à droite, mais qui en ont peut-être assez de voir leur pays être rabaissé, notre histoire être rabaissée, et tout ce qui faisait que nous pouvions être fiers d'être Français, être déconstruit. Et il y a sans doute, en effet, au sein du peuple français, par-delà ses opinions, ses croyances, voire même son ancrage spirituel, il y a tout simplement peut-être une volonté que nous puissions de nouveau être fiers d'être Français et que nos élites incarnent aussi cette fierté nationale. Moi, je crois qu'il y a un lien aussi à faire avec les Outre-mer. Ce n'est pas un hasard si des mouvements indépendantistes, ils sont forts en Nouvelle-Calédonie depuis un moment, mais on les voit aussi commencer à émerger. Alors en Corse, l'indépendantisme corse est fort, mais il ne faisait pas ces scores-là il y a encore quelques années. Et puis même dans les Caraïbes, Martinique, Guadeloupe. Mais parce que je pense qu'au fond, tout le monde se demande qu'est-ce que nous faisons ensemble. Il n'y a plus ce grand projet national qu'incarnait la France, l'État gaulien, etc. À force de le déconstruire, eh bien, nos périphéries décrochent et se demandent au fond qu'est-ce que nous avons en commun. Et je crois que ce grand défi à relever, c'est le défi de la reconstruction d'une France forte, d'un point de vue identitaire, fierté nationale, et d'un point de vue économique, ce qui supposera, pour terminer, de reconstruire notre système éducatif, car nous n'aurons pas d'ingénieurs pour construire les industries de demain si nous continuons d'avoir ce niveau absolument piteux en mathématiques lorsqu'on regarde les derniers classements PISA, par exemple. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette présentation de votre ouvrage L'ère de l'affirmation. Merci à vous. On passe maintenant à la dernière partie de cet entretien, la petite bête. Je vais aller chercher, je vais voir si j'ai quelques questions qui peuvent un peu vous embêter. Je suis pas sûr d'avoir trouvé la bonne petite bête, mais vous dites que les pays occidentaux ont besoin de retrouver une unité nationale pour pouvoir ensuite affirmer qui ils sont et se projeter dans l'avenir et dans le monde. Les pays non occidentaux, non démocratiques, que vous citez beaucoup, on va prendre la Chine comme exemple, mais on pourrait en prendre d'autres, ne sont-ils pas tous soumis à des violentes contestations internes ? Alors, moi, je n'oppose pas l'idée de contestation interne à l'idée d'unité nationale. C'est-à-dire que l'unité nationale, c'est le fait qu'en dernière instance, nous nous sentons tous liés à une collectivité nationale, en dépit, justement, en dépit de divergences d'opinion qui s'expriment beaucoup plus facilement en démocratie que dans un régime autoritaire. La Chine, que je connais bien pour y avoir vécu et l'avoir étudié, on l'évoquait en introduction, en Chine, vous avez des contestations du fait, notamment des mesures très restrictives opérées pendant le Covid.
Vous avez aussi des manifestations contre un certain nombre de politiques. Les Chinois s'expriment, mais dans un cadre politique et culturel qui fait que la contestation ne va pas prendre en effet les mêmes accents que dans des régimes libéraux et démocratiques. On est quand même obligé de les censurer sur les réseaux sociaux, de censurer leurs médias. Je veux dire, l'expression de leur contestation n'est pas totalement libre, donc on peut supposer qu'elle est peut-être sous-estimée. Alors, par exemple, oui, alors elle peut être sous-estimée, mais vous avez des... je lisais dans un journal, le journal suisse de référence, Le Temps, qui est l'équivalent du Monde en France, se posait la question pourquoi les Chinois n'haïssent-ils pas leur gouvernement alors que un véritable tour de vis a été observé après le Covid. Moi, j'ai connu une Chine qui était sans doute un peu plus libérale qu'aujourd'hui, c'était en 2013-2014. Parce que, en effet, différentes enquêtes internationales attestent du taux de satisfaction élevé des Chinois. C'est jamais 100% d'une population, mais vous avez un taux de satisfaction élevé en Chine et dans d'autres pays autoritaires. Et en Chine, donc ils se posent la question et ils font notamment écho à une enquête d'un site américain, SupChina, qui relève 4 grandes explications qui expliquent ce taux de satisfaction élevé. Et il dit, il y a d'abord le fait qu'il y a une élévation générale du niveau de vie, 2, le fait que les citoyens reconnaissent la compétence macroéconomique de leurs élites. En 20 ans, le taux de pauvreté a été réduit énormément, donc ça donne une confiance dans le pouvoir. 3, il dit que la culture confucéenne favorise un bon accueil de l'autorité du pouvoir, une forme d'acceptation du fait du pouvoir. Moi, j'ai souvent entendu les Chinois, y compris qui avaient étudié en France, dire ce que disait Deng Xiaoping au début des années 80, nous sommes trop grands pour adapter un régime démocratique. Oui. Si nous adoptons vos mœurs et vos systèmes politiques, c'est l'anarchie. Et la Chine est obsédée par la peur de la désunion qu'elle a longtemps connue jusqu'au début du XXe siècle, lorsque les Chinois se rebellent et renversent le régime impérial qui a vécu pendant des siècles et des siècles. C'est parce que ce dernier n'arrivait pas à recoudre le fil de l'unité nationale. Et puis le 4e élément, c'est l'idée partagée qui est véhiculée dès l'école, que la Chine avait une grandeur qu'elle a perdue, qu'elle doit reconstruire. Et donc, ça nous ramène à cette idée qu'il y a toujours un lien entre... Enfin, une société qui fonctionne, c'est une société où il y a un lien fort entre l'individu et le collectif, entre le peuple et ses élites. Et il y a une forme de connivence peuple-élite en Chine que nous sous-estimons, et je finis là-dessus. Un système qui nous fait peur pour de très bonnes raisons en Occident, le système de crédit social, qui fait que vous êtes évalué sur une application et que si vous contestez trop fortement, vous perdez des points, ce qui vous empêche peut-être demain de souscrire à un crédit immobilier ou d'aller voyager en France. Pour mon livre, je dédie tout un chapitre au modèle chinois. J'ai étudié largement toute la littérature académique sur ce crédit social. Sait-on que ce crédit social en chinois renvoie aux notions d'intégrité et d'honnêteté, qui renvoie elle-même à l'idée d'harmonie collective très forte dans la philosophie confucéenne, qui fait que ce sont les Chinois eux-mêmes qui réclament ces outils pour évaluer les gouverneurs de provinces chinoises et contester l'état de leurs services publics. Donc il y a une sorte de va-et-vient entre le haut et le bas à travers ce système de crédit social que nous voyons simplement comme étant un moyen du haut pour contrôler le bas, ce qui est le cas, mais pas que. Vous voyez, je pense qu'il faut, même sur la Chine, complexifier notre regard sur le modèle chinois, simplement pour terminer, parce que si nous ne le faisons pas, nous allons continuer de nous donner le beau rôle, celui de la démocratie pure et parfaite face aux méchants autoritaires. Et c'est cette vision manichéenne du monde qui fait que nous ne nous remettons pas en question, alors que pour nous reconstruire, nous en avons tant besoin. Une dernière question, une dernière petite bête. Est-ce que les Français ont encore cette fibre patriote? Je veux dire, dans un monde ultra-moderne ou post-moderne, c'est selon, mais on comprend ce que je veux dire. C'est-à-dire, l'ultra-individualisme ne s'est pas fait tout seul. Il s'est fait par nous. Et l'idée du patriotisme, à mes yeux, c'est l'idée d'être prêt à un certain sacrifice au bénéfice du collectif, de la nation. Et est-ce qu'il est possible de refaire des Français, et sans parler d'éducation, parce que les Français
sont plus nombreux à être sortis définitivement de l'école que ceux qui vont en sortir. Alors, une réponse pessimiste, une réponse optimiste. La pessimiste, il est tout à fait possible d'estimer en effet que le travail de déconstruction a tellement opéré que nous avons atteint un point de non-retour et qu'au final, les Français ont perdu la fibre nationale qui les caractérisait, à l'image d'autres peuples occidentaux, et qu'au fond, nous nous sentons très confortables dans ce moule politique un peu faible où le vivre ensemble repose sur une forme de tolérance consacrée par des droits et des libertés, elles-mêmes consacrées par le juge. Et donc dans ce cas-là, en effet, nous n'avons plus grand-chose à dire qui nous distingue des autres Européens et des Américains. Et donc, à ce moment-là, après tout, pourquoi pas se fondre dans un bloc occidental, quitte à ce que ce dernier soit dominé par les États-Unis, puisque les États-Unis, quelque part, c'est le nec plus ultra de ce moule libéral individualiste. C'est possible. Moi, je crois que ça va mener à des tensions telles que nous allons réclamer un retour de l'autorité du politique qui va devoir elle-même repasser par une réaffirmation du collectif national. Donc, quelque part, l'individualisme est en train de préparer le retour du collectif. Et, version du coup positif. Parce que là, on a quand même fini sur un truc un peu positif. Ben voilà, et donc justement, je pense que du coup, un sondage récent indiquait que 93% des Français se disent plus français qu'européens. Je crois que c'est l'idée même de dépasser la nation qu'il faut à tout jamais dépasser. Voilà. Ça ne veut pas dire abattre en tant que tel le projet européen, mais le faire exister à travers ces États-nations. Il y a un principe de subsidiarité qui visait à mieux articuler l'échelon supranational et l'échelon national qu'on a un petit peu oublié, dont je parle dans mon livre. Mais qu'il faut ressusciter. Les Polonais, par exemple, le mettent beaucoup en avant, le principe de subsidiarité, qui vient de la philosophie chrétienne, etc. Oui. Dernière illustration de cet optimisme, lorsque De Gaulle, toujours, on en revient au général, dit que dresse après-guerre, dans ses discours, pour construire une nouvelle république qui deviendra la 5e, il justifie ce projet en disant s'il n'y a pas d'État fort en France, s'il n'y a pas un État qui incarne un projet, une direction nationale, les Français se dispersent parce que nous sommes un peuple divisé, querelleur, voilà. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que les Français retrouveront sans doute une plus grande confiance en eux-mêmes, une volonté peut-être de se sacrifier davantage dans le collectif, le jour où ce collectif aura un autre visage que ce qu'il a aujourd'hui, parce que l'État aura retrouvé cette ambition et aussi cette autorité qui lui fait tellement défaut sur le terrain de la sécurité, par exemple, ou de la contrôle des frontières. Il suffit de discuter chacun de son côté pour se rendre compte que les Français en ont marre de voir cette déliquescence se laisser aller sur tout un ensemble de sujets. Donc je crois qu'il y a une sorte de lassitude, mais qui cache une attente, celle de retrouver un État digne de ce nom. Et le jour où nous retrouverons un État digne de ce nom, si nous croyons le général de Gaulle, les Français se trouveront de nouveau attirés par une direction sans laquelle, en effet, ils ont plutôt tendance à se recroqueviller sur leur petite querelle intestine. Tout dépendra de la qualité des élites que nous aurons. Je crois qu'en effet, plus que tout autre pays, peut-être la France a besoin d'une élite nationale et nous l'attendons encore aujourd'hui. Espérons qu'elle arrive vite. Merci beaucoup Max Herman Gastineau pour cet entretien. Merci à vous. Et merci à vous. On se retrouve pour la prochaine sur la chaîne YouTube de Penser c'est chouette. N'hésitez pas à écrire des commentaires sur le site internet si vous avez quelque chose que vous souhaitez évoquer avec Max Herman Gastineau. Il sera un plaisir de vous répondre. Ciao.